Dans la longue nuit de l'hiver antarctique, le flash d'un photographe illumine un paysage fantomatique. Nous sommes en 1915 et un navire britannique, l'Endurance, est coincé dans une vaste mer de glace. Ces rares images photographiques enregistrent pour les temps à venir un drame vécu extraordinaire. 28 hommes échoués aux confins de la Terre, sans le moindre espoir d'être secourus. L'histoire de ces hommes et de leur chef, Sir Ernest Shackleton, est une saga d'héroïsme et d'endurance humaine qui sera à jamais considérée comme une des plus grandes aventures de tous les temps. Entouré d'immenses banquises et en proie au froid perpétuel, nul endroit au monde n'est plus hostile à la vie que l'Antarctique. Aussi austère qu'une lointaine planète, ce continent a été le dernier à être atteint par les explorateurs. Pour certains hommes, comme Ernest Shackleton, ce royaume de glace sous le globe terrestre était devenu une obsession. Je me sentais étrangement attiré par le sud mystérieux. Je m'étais juré qu'un jour je me rendrais dans cette région de glace et de neige et que je marcherais jusqu'à atteindre un des pôles de la Terre, l'extrémité de l'axe sur lequel tourne cette grande boule ronde. Shackleton avait tenté d'atteindre le pôle sud à 2 reprises. Malheureusement, d'autres y étaient parvenus avant lui. Un nouveau rêve l'habita alors. Être le premier explorateur à traverser le continent de l'Antarctique de part en part, à pied. Mais ici, l'exploration ne ressemblait en rien à l'exploration d'autres régions. Les premiers explorateurs avaient dû faire face à des vents de plus de 160 km/h et à des températures qui dégringolaient jusqu'à -60°C. Mais ils ont également découvert un lieu d'une beauté jusque-là insoupçonnée. Pour Shackleton et les autres qui s'aventuraient dans les régions australes, la porte d'accès à l'Antarctique était une île lointaine de rocs et de glace appelée Géorgie du Sud. Les stations baleinières qui s'y trouvaient constituaient les derniers avant-postes de la civilisation. Au mois de novembre 1914, l'Endurance, mise à l'ancre, embarquait ses derniers approvisionnements, tandis que son équipage s'impatientait de passer à l'histoire. Né en Irlande et déjà reconnu comme héros national britannique, Ernest Shackleton était un homme d'une ambition colossale et d'un optimisme sans bornes. Il considérait son expédition comme étant la dernière grande odyssée polaire de l'époque héroïque de l'exploration. Pour traverser le continent, il allait parcourir 2400 km avec ses traîneaux à chiens. Mais pour atteindre son point de départ à la baie de Vasel, il lui faudrait naviguer sur les eaux inexplorées de la mer de Weddell.
Le voyage serait photographié et filmé par l'Australien Frank Hurley, qui ne reculait devant rien pour obtenir une bonne image. Shackleton sélectionna personnellement la majorité de son équipage, y compris son vieil ami Frank Wild et le capitaine du vaisseau Frank Worsley. On raconte qu'il avait affiché un avis de recrutement plutôt inhabituel. Homme demandé pour voyage hasardeux, petit salaire, froid glacial, retour à bon port incertain. Il y eut 5000 volontaires, mais l'équipage, composé de scientifiques, d'officiers et de matelots, se limita à 27 hommes. Ces hommes n'étaient pas les seuls passagers à bord de l'Endurance. Avec eux, on comptait près de 60 chiens à traîneau canadiens, anxieux en mer et exigeant une attention constante. En dépit des mises en garde des baleiniers quant à l'état des glaces, les pires de mémoire d'hommes, ils quittèrent la Géorgie du Sud le 5 décembre 1914. La terre ferme s'éloignant jusqu'à disparaître, l'équipage perdit tout contact avec le monde extérieur. À peine 2 jours plus tard, des signes de mauvais augure apparurent. Des glaces flottantes imprévues et d'énormes icebergs. Bientôt, un labyrinthe de plus en plus dense de banquise ralentit le vaisseau. Mais l'Endurance, baptisée ainsi à partir de la devise des Shackleton, « Nous conquérons par l'endurance », était un des navires en bois les plus robustes de son temps, avec une proue de plus d'1 mètre d'épaisseur. Le photographe Hurley écrivit ceci dans son journal. Toute la journée, nous avons utilisé le bateau comme bélier. Nous admirons la robustesse de notre petit navire, qui semble prendre plaisir à fendre les banquises. Pendant 6 semaines, l'Endurance a combattu les glaces, esquivant les banquises ou les brisant pour se frayer un passage. Il y avait peu d'inquiétude chez les hommes. Ils avaient une confiance inébranlable en Shackleton. Pour eux, c'était le patron. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la mer de Weddell, les glaces se resserraient autour du navire. Pour économiser du carburant, Shackleton fit arrêter les moteurs. Une brusque baisse de température allait finalement sceller leur sort. L'Endurance était complètement figée dans une mer de glace. Le charpentier du navire, Chippy McNish. Nous avons tenté de couper la glace, mais ce fut peine perdue. Je ne nous donne guère de chance de nous en sortir. Ils étaient piégés, sans aucun moyen de demander du secours du monde extérieur. Le médecin du navire, Alexander McLean. Shackleton fit preuve d'une grande force de caractère. Il ne manifesta aucun signe de découragement. Il nous dit simplement et calmement que nous allions passer l'hiver sur la banquise. Ils reprendraient leur route lorsque la glace se disloquerait au printemps. Hurley rapporta dans son journal que la vie se transforma en une routine presque agréable. Tels des écoliers, les hommes s'adonnaient à toutes sortes de jeux. Pour maintenir le moral, Shackleton gardait tout son monde occupé et sur le même pied d'égalité. Bien approvisionnés pour leur traversée de l'Antarctique, il ne manquait ni de nourriture ni de vêtements chauds. Il demanda à son charpentier McNish d'aménager des quartiers qu'ils baptisèrent le Ritz, et où les distractions du soir incluaient des chansons à répondre et des toasts à la santé des êtres chers. Succombant à la folie de l'hiver, les hommes se rasèrent tous la tête et posèrent pour Hurley.
Les chiens devinrent leurs compagnons et une source inépuisable de divertissement. Ils s'étaient bien adaptés à la neige et dormaient dans des grottes de glace et dans des chiens-loups, en rappel des igloos. Shackleton inspirait un climat de camaraderie. Il entretenait chez les hommes l'idée que la force résidait dans l'union. Une union qui allait bientôt être mise à l'épreuve par une catastrophe. Alors que le printemps approchait et que les glaces continuaient de bouger, celles-ci, au lieu de libérer l'Endurance, commencèrent à le broyer. Le photographe hurlait. Le navire grince et tressaille. Les hublots volent en éclats. Sur le pont, les planches se fissurent et se tordent. Shackleton se confie à Worsley. Le navire ne peut pas survivre dans cette glace, capitaine. Ce n'est qu'une question de temps. Ce que la glace agrippe, elle le garde. Réalisant que l'Endurance commence à couler, Shackleton donne l'ordre d'abandonner le navire. Les hommes sauvent ce qui leur est vital, mais doivent sacrifier leurs biens les plus précieux. Nous avions appris à l'aimer. Il nous était très pénible d'assister à son supplice. Le navire qui, pendant 326 jours, avait été leur maison et leur espoir, avait maintenant disparu. C'était pour eux le moment le plus sombre qu'ils aient connu. Ils étaient maintenant forcés de camper sur la glace même. Pour lui, comme à l'habitude, ce qui s'était passé était passé. Il regardait maintenant vers l'avenir. Son rêve à présent anéanti, Shackleton se donna un nouvel objectif, sauver toutes les vies. À 2 reprises, il s'était éreinté à tirer les canots de sauvetage pour tenter de trouver un abri. Mais les glaces s'étaient révélées impraticables. Tout ce qu'il pouvait espérer maintenant, c'est que, dans sa dérive, la banquise sous leurs pieds se rapproche de la terre ferme. Ils baptisèrent leur nouveau domicile Camp Patience, puisque tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était d'attendre. Le capitaine Worsley. La seule chose à laquelle nous pensons maintenant, c'est la nourriture. Nous sommes prêts à manger n'importe quoi, surtout de la graisse de phoque cuite. Les jours devinrent des mois. La nourriture fut rationnée. Le lieutenant Lionel Greenstreet. La nourriture est presque uniquement de la viande. Du steak de phoque, du ragoût de phoque, du steak de manchot, du foie de manchot qui est en fait vraiment très bon. Shackleton consacrait chaque heure du jour à préserver l'union de ces hommes. On raconte qu'une fois, Greenstreet avait renversé sa tasse de lait et que, le voyant au bord des larmes, les autres, sans un mot, la lui avaient remplie à nouveau en lui donnant chacun un peu de lait de leur tasse. Pour provoquer le rire qui se faisait de plus en plus rare, Shackleton et Worsley se mirent à danser. L'officier Thomas Ortelise. Ça, c'est bien, Sir Ernest. Sa bonne humeur constante est inappréciable pour la bande d'explorateurs déçus que nous sommes. C'est un des plus grands optimistes qui existent. Mais la lassitude gagne les hommes. Leurs vêtements étaient toujours mouillés, leur faim jamais rassasiée. McNish. J'écris ceci assis dans mon sac, et mes mains sont presque gelées. C'est dur de se coucher chaque nuit, tenaillé par le froid et la faim. Après 5 mois sur une banquise à la dérive, un curieux mouvement se fit sentir. L'ondulation de l'océan sous eux. La glace se fissurait.
Bientôt, il leur serait possible de lancer les canots de sauvetage à la mer et de mettre le cap sur la terre ferme. Selon les calculs du capitaine Worsley, ils avaient dérivé de 960 km vers la péninsule de l'Antarctique et les îles de sa pointe. Ils espéraient atteindre les provisions entreposées à l'île Paulet. Leur dernier point d'accostage possible était l'île Éléphant. La décision qu'avait à prendre Shackleton pouvait signifier la vie ou la mort. S'il partait trop tôt, il pouvait être broyé par les glaces. Trop tard, il serait impitoyablement emporté vers le large. Enfin, l'heure propice sonna. Le matelot William Beckwell. Notre première journée sur l'eau fut une des plus froides et des plus dangereuses de l'expédition. Les glaces étaient déchaînées. Il nous fallait trimer dur pour garder nos canots dans les sillons dégagés. De nombreuses fois, il s'en est fallu de peu que nous ne soyons écrasés par les masses de glace qui s'entrechoquaient. Les hommes étaient prisonniers des glaces depuis 15 mois. Mais leur véritable combat ne faisait que commencer. Le capitaine Worsley. Le vent du nord-ouest changea la neige en pluie qui gelait sur les hommes et les équipements. Nous étions trempés, transis et malheureux. Leurs vêtements se transformèrent en armure de glace. Leurs mains gelèrent sur les rames. Au crépuscule de leur première nuit en mer, Shackleton et ses hommes firent escale sur une petite banquise. Les maigres conforts de ce campement flottant allaient être les derniers qu'ils allaient trouver pendant leur voyage. Ne rencontrant que des banquises trop petites pour camper, ils allaient désormais être confinés à leurs canots, jour et nuit, entassés les uns sur les autres. Grelottant dans l'eau glacée, les hommes essayaient de saisir quelques minutes de sommeil. La délivrance tant attendue était devenue un calvaire d'épreuves et de souffrances. Au 4e jour, sous un soleil brumeux, Worsley, se maintenant en équilibre contre le mât, réussit enfin à établir leur position. Ils n'avaient pas gagné 1 kilomètre. Au contraire, les courants les avaient refoulés une 50aine de kilomètres. La plupart des hommes avaient l'air fourbus et accablés. Ils avaient les lèvres fendues, les yeux rouges et le visage incrusté de sel. Il est clair qu'il nous faut toucher terre au plus vite. J'ai donc décidé de mettre cap sur l'île Éléphant. Shackleton entreprenait maintenant une course pour sauver la vie de ses hommes. À l'aube du 6e jour, et après une autre nuit blanche, les hommes purent enfin contempler une vue splendide. Devant eux s'élevaient les glaciers rugueux et les montagnes glacées de l'île Éléphant. Mais en s'approchant de la côte rocailleuse, ils affrontèrent des courants de marée si puissants qu'ils ne pouvaient pas avancer.
N'ayant pu accoster, ils durent passer une autre nuit dans les canots ballottés par les vagues. Shackleton, qui avait à peine dormi depuis le départ du camp Patience, qualifierait cette nuit de nuit difficile. Lorsque la mer se calma enfin, ils ramèrent pendant des kilomètres le long de la côte, en quête d'un abri sûr. Ils découvrirent une plage étroite faite de roches pilonnées par le ressac. 2 jours et 2 nuits sans boire et sans repas chaud avaient miné la plupart des hommes. J'ai décidé d'affronter les hasards de cet austère lieu de débarquement. Ils avaient passé 7 jours effroyables en pleine mer, 170 jours à dériver sur une banquise et 497 jours sans avoir foulé la terre ferme. Mais cette île perdue n'offrait aucun espoir de sauvetage. Shackleton décida de prendre un risque désespéré. Il ordonna à McNish de renforcer le plus grand des canots et d'y ajouter un toit de toile pour s'abriter. Habilement, le charpentier prépara le canot endommagé pour un long voyage. Pour trouver du secours, Shackleton allait tenter l'impossible, parcourir plus de 1200 km dans un canot de sauvetage sur la mer la plus agitée au monde jusqu'à la station baleinière de l'île de Géorgie du Sud, la seule destination possible en raison des courants et des vents. Accompagné de 5 hommes, Shackleton monta à bord du James Caird, le canot de sauvetage de 7 mètres. En confiant le reste du groupe à son ami Frank Wade, il lui remit une lettre. Dans l'éventualité où je ne survivrai pas à ce voyage vers la Géorgie du Sud, faites tout en votre pouvoir pour sauver les hommes. Transmettez-leur mon affection et dites-leur que j'ai fait de mon mieux. Le Caird prit la mer par une journée exceptionnellement ensoleillée qui faisait scintiller et danser les vagues. Se moquant des chances infimes de réussite, Shackleton et Worsley se mirent à blaguer. Je ne connais rien à la navigation. Vous en faites pas, patron. Moi, je m'y connais. Ceci est mon 3e voyage en bateau. Une routine s'établit. 3 hommes sur le pont et 3 hommes dans des sacs se faisant à croire qu'ils dormaient. Se glisser sous le toit de toile était une épreuve redoutable. L'espace, plein d'eau, n'avait qu'1,5 mètre sur un peu plus de 2 mètres. Le 3e jour, Worsley profita d'un peu de soleil pour calculer leur position. Les ciels couverts et les mers houleuses rendaient presque impossible l'utilisation de son sextant pour naviguer. Si Worsley se trompait ne serait-ce que d'un demi-degré, il pourrait passer complètement à côté de la Géorgie du Sud et disparaître au large. La mer commença à s'agiter et les vents à se déchaîner. À toutes les 3 ou 4 minutes, nous étions fouettés par les vagues. Cela a continué jour et nuit. Le froid était des plus intenses.
Quand Shackleton remarquait qu'un homme grelottait et avait particulièrement froid, il ordonnait immédiatement qu'une autre boisson chaude soit servie à tout le monde. Entre-temps, sur l'île Éléphant, Frank Wilde et les 21 autres connaissaient une autre sorte d'agonie, celle de l'attente et de l'incertitude. Ils avaient peu de protection contre le vent et le froid, et peu de nourriture à part les manchots et les phoques. Ils vivaient au jour le jour, sachant fort bien que personne ne viendrait les chercher à cet endroit si Shackleton échouait. Néanmoins, ils étaient convaincus que si quelqu'un pouvait les sauver, c'était le patron. Lorsqu'au 10e jour, le soleil apparut au milieu des grands cumulus, le beau temps qui suivit permit au Caird d'accélérer son allure. Mais les provisions d'eau potable s'épuisaient. La soif tenaillait les hommes. Pire, ils se mirent à avoir peur de rater la cible de la Géorgie du Sud. Les grands vents avaient endommagé le canot et celui-ci prenait l'eau dangereusement. Enfin, un signe prometteur apparut. Et puis, au 15e jour, ils aperçurent la Terre. Voguant sur des mers battues par les tempêtes sur plus de 1200 km, Worsley avait malgré tout trouvé l'île de la Géorgie du Sud. Nous nous sommes regardés avec des sourires réjouis et hébétés. Nous ne pensions tous qu'à une seule chose. On a réussi. Mais une saute de vent rendait le débarquement trop dangereux. Nous avions désespérément besoin d'eau et de repos, mais nous n'avions pas d'autre choix que d'attendre au lendemain matin. Pendant la nuit, la nature leur joua un tour des plus cruels. Ce n'était plus de simples grands vents, mais un véritable ouragan. Shackleton crut que c'en était fini pour eux. Mais quand le jour se leva, miraculeusement, le vent était tombé et ils purent accoster. Dans les années à venir, leur voyage à bord du Caird allait être considéré comme l'un des plus grands voyages à ciel ouvert jamais effectués. 17 jours après leur départ de l'île Éléphant, ils découvrirent une anse abritée. En une minute ou deux, nous nous y étions engagés. Et dans la noirceur qui croissait, le James Caird fut soulevé par une vague et déposé sur la plage. Ce fut un moment splendide. Mais leur canot était trop endommagé pour aller plus loin. Et la station baleinière la plus proche se trouvait sur la côte opposée, au-delà de périlleux glaciers et de montagnes escarpées. Shackleton n'avait d'autre choix que de tenter de traverser ce territoire inexploré à pied. Fixant des vis de bois du canot aux semelles de leurs bottes et portant des vêtements usés jusqu'à la corde, Shackleton, Worsley et le second officier, Tom Crean, entreprirent de traverser la Géorgie du Sud sans faire la moindre halte.
Ils ne portaient des provisions que pour 3 jours. 2 compas, une corde et une herminette de charpentier qui servirait de piolet à glace. Ils n'avaient aucune idée des dangers qui les attendaient. Personne n'avait jamais traversé ces quelques 50 kilomètres de crevasses et de pics escarpés. À la fin du premier jour, à la sortie d'un col, ils se trouvèrent devant une pente très longue et très abrupte. Ils ne pouvaient pas s'arrêter par crainte de geler à cette altitude. Shackleton se tut pendant quelques minutes et réfléchit. Je n'aime pas du tout notre situation. Il nous faut prendre un risque. On va glisser. Êtes-vous partant? Nous avions l'impression d'être lancés dans l'espace. Pendant un moment, j'avais les cheveux carrément dressés sur la tête. Et puis tout à coup, j'ai eu une sensation de bien-être. Je ressentais un véritable plaisir. En quelques minutes à peine, ils avaient dévalé près de 700 mètres. Le matin suivant, après 27 heures d'escalade, Shackleton, Worsley et Crean atteignirent laborieusement le sommet d'un versant très à pic. D'après eux, les stations baleinières de la baie de Stromness devaient se trouver de l'autre côté d'une chaîne de montagnes qui se dressait à l'est. Si cela était vrai, le sifflet appelant au travail se ferait entendre à 7 heures. Nous regardions le chronomètre avec une excitation indicible. À la minute précise, le sifflet à vapeur nous parvint, porté en toute clarté par le vent. C'était le premier son provenant du monde extérieur qu'ils avaient entendu depuis 17 mois. Près d'un siècle plus tard, au même endroit où Shackleton avait accosté à bord du James Caird sur les rives de la Géorgie du Sud, un navire dépose 3 des plus grands alpinistes au monde. Stephen Venables, Konrad Anker et Reinhold Messner, qui a lui-même réalisé le rêve de Shackleton en étant le premier à traverser à pied l'Antarctique. Ces alpinistes de niveau international vont retracer les pas de Shackleton afin de revivre ce qu'il avait vécu en franchissant l'île. Ils partagent tous la même motivation. Ernest Shackleton est depuis longtemps leur héros. Stephen Venables. Je n'avais tout simplement pas réalisé l'énormité de l'entreprise. Ils ont parcouru de telles distances et sur un terrain tellement difficile. Nous avons dû nous déplacer lentement, prudemment, avec des crampons, ces griffes spéciales à nos pieds, ce qu'eux n'avaient pas. Ces alpinistes ont escaladé quelques-uns des sommets les plus hauts du monde. Et pourtant, la Géorgie du Sud s'est avérée un défi plus ardu que prévu. Konrad Anker. Au début, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être si dur que ça. Ils l'ont fait en 1916 et ils n'avaient que des bottes de cuir et une vieille corde. Mais nous avons rencontré un labyrinthe de crevasses et de tours de glace s'étendant dans toutes les directions. Reinhold Messner. Quand Shackleton et ses hommes l'ont fait, des ponts de neige recouvraient les crevasses. Mais ils auraient pu tomber à travers à n'importe quel moment. Ils se trouvaient dans un monde totalement inconnu. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre.
On peut très bien imaginer leur euphorie quand ils ont regardé vers le bas et qu'ils ont vu qu'ils allaient réussir. C'est grâce à leur ingéniosité et à une détermination à toute épreuve qu'ils y sont arrivés. Nous avons effectué la traversée en 3 jours, en étant des alpinistes bien entraînés et bien nourris. Et ça a été du travail ardu. Eux l'ont fait en 36 heures et sans se reposer, leurs pieds encore ankylosés de leur voyage en canot. Étant donné leurs conditions physiques et la difficulté de l'escalade, c'est absolument phénoménal qu'ils y soient arrivés. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'endurance humaine que l'on puisse comparer à celui-ci. Shackleton a transformé sa déception en une incroyable odyssée de survie. Il a converti son échec en triomphe. On raconte que Shackleton et ses hommes, le visage noirci par la fumée et la graisse, les cheveux emmêlés et raidis par le sel, auraient été conduits par un vieux baleinier norvégien à la maison du chef de la station. « Qui êtes-vous » leur demanda le chef. L'homme répondit calmement « Mon nom est Shackleton ». Le chef se retourna et pleura. Le plus dur était enfin passé pour Shackleton, mais une seule pensée l'habitait. Les hommes qu'il avait laissés derrière. Après avoir sauvé ses compagnons de l'autre côté de l'île, il fit 3 tentatives pour atteindre les hommes laissés sur l'île Éléphant. Mais les glaces lui barrèrent la route pendant 4 longs mois. Pour Wilde et ses hommes, tout espoir de sauvetage s'effaçait peu à peu. Ils se mirent à penser l'impensable. Shackleton avait péri en mer. Et puis, le 30 août 1916, ils virent un navire se diriger vers eux. Lorsqu'un canot fut à une distance où il pouvait être entendu, ils crièrent à l'unisson. Shackleton compta alors anxieusement les silhouettes sur la plage. Se retournant vers Worsley, il s'écria « Ils sont tous là, capitaine, ils sont tous sains et saufs. » Aucune vie n'avait été perdue. L'histoire de Shackleton et de ses hommes est une épopée de la grandeur humaine. De 27 hommes poussés à la bravoure par leur volonté de vivre. D'un chef héroïquement déterminé à les sauver tous, envers et contre tout. Plus tard, Shackleton allait écrire « Nous sommes riches de souvenirs, nous avons souffert, nous avons eu faim et nous avons triomphé. » Nous avons vu Dieu et ses splendeurs, entendu ce que la nature a à nous dire. Nous avons touché l'âme de l'homme.